Vers l'icône. Quelle va être maintenant la stratégie de la Chine à l'égard de Taïwan? Quelle va être sa stratégie maintenant que la population taïwanaise a confirmé qu'elle ne voulait pas de lien direct entre son président et Pékin, puisque, vous le savez, Taïwan a choisi samedi par une élection démocratique le président William Lai, le candidat dont ne voulait pas Pékin. On va en parler avec vous, Thierry Bolton, Général Yakovlev, Gallagher Fenwick et Elisabeth Shepard Selam. Arrêtons-nous un instant sur la réaction de la population taïwanaise qui a donc envoyé un message clair à Pékin. Le rejet de toute idée d'annexion. Donc ça ne plaît pas au géant chinois qui va poursuivre ses pressions sur l'île. Sous quelle forme? Comment? On va essayer de le savoir. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à la guerre? En tout cas, les Taïwanais, vous allez le voir, s'y préparent. Ils s'y préparent depuis toujours. Ils vont continuer à s'armer. Reportage de Claire Cambier, Thibaut Bruck et Edison Tseng. Séance de tir. Malgré les treillis, ces stagiaires sont tous des civils. Cela fait presque un an que Jijié enchaîne ce type de formation. La guerre en Ukraine a été comme un réveil. Avant, on pensait qu'il ne se passerait jamais rien parce que cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de guerre. Tous ici craignent une invasion de la Chine. Fiers de leur nouveau président qui prône une position ferme face à Pékin, ils veulent être prêts à prendre les armes. On fait face à des menaces de la Chine et même si nous ne sommes que des civils, il vaut mieux qu'on ait des connaissances là-dessus. Ce ne sont pas les armes qui sont mauvaises, ce sont les hommes. Ces groupes de défense civile se sont multipliés ces dernières années. Zbouyi est dentiste. Cette mère de 3 enfants se dit prête à tout pour sauvegarder l'identité taïwanaise. Elle estime que l'armée n'a pas assez d'effectifs. J'aimerais qu'on ait aussi le service obligatoire pour les femmes. Sur le marché de poissons de Taichung, l'ambiance est plus légère. Mais ces petits vendeurs, dont l'activité dépend du détroit, ont bien conscience qu'ils seraient les premiers concernés en cas de conflit militaire. Cela aura des impacts économiques majeurs, que ce soit pour nous ou les grandes compagnies. Les pêcheurs du port estiment quant à eux que ce n'est pas leur activité qui est en jeu, mais celle des entreprises de transport. Près de la moitié des porte-containers en activité passent ici chaque année. Mais pour M. Wang, nous n'en sommes pas encore là. Taïwan n'a aucun contrôle sur les décisions de la Chine et puis nous, alliés internationaux, ne laisseraient pas cela arriver. Derrière nous, le détroit de Taïwan, environ 150 km sépare cette rive de la Chine. Il est devenu un point de passage quasi incontournable pour le transport maritime mondial. Et c'est bien pour cela que la petite île de Taïwan n'est pas seule face aux géants chinois. Voilà, Claire Cambier, vous êtes notre envoyée spéciale à Taïwan. Ce ne sont pas des petites armes, hein, Elisabeth, ça vous a aussi frappé. Pas des petites armes qui permettent aux Taïwanais d'anticiper une éventuelle guerre en Chine. La victoire du candidat dit progressiste, en tout cas, on va pour le dire grossièrement, anti-Pékin, anti-lien direct politique avec Pékin. Est-ce que ça a provoqué une forme d'euphorie sur l'île ou pas ? Non, pas d'euphorie. D'ailleurs, même le soir de l'élection, beaucoup de Taïwanais se sont rassemblés au QG du DPP, le parti démocrate progressiste. Était assez festif, mais dès la fin du discours de William Lai, le nouveau président, eh bien, tout le monde est rentré très vite chez soi. Et vous le voyez 2 jours plus tard, c'est ici assez calme. Alors, en réalité, ça s'explique assez bien, et ce pour 2 raisons. Tout d'abord, il y a eu un énorme éclairage sur la scène internationale sur ces élections. Mais ici, vu d'ici, cela fait déjà 8 ans que le DPP est au tout pouvoir et William Lai était vice-président, donc pas de révolution. Et puis deuxième raison, c'est en réalité une victoire en demi-teinte pour le DPP, puisqu'ils ont gagné la présidentielle, mais ils ont perdu la majorité au Parlement. Ils ont aujourd'hui 51 sièges sur les 113, et c'est même le Kuomintang qui passe devant avec 52 sièges. Il va donc être très très difficile de gouverner. Alors comment l'analyser? Eh bien tout simplement, les Taïwanais à la présidentielle, ils ont voulu passer un message directement à la Chine en expliquant, eh bien nous sommes bien taïwanais, le statu quo convient à beaucoup de monde, mais pas question de réunification. Et puis pour ce qui est des législatives, ils ont voulu s'exprimer sur les questions de politique intérieure, et un habitant nous disait, c'est ça aussi la démocratie. Exactement, c'est ce que c'est. La majorité relative aussi en France. Merci beaucoup Claire Cambier, envoyée spéciale à l'occasion de ces élections à Taïwan pour LCI. Alors la question est de savoir maintenant comment Pékin
évidemment, reçoit ce message taïwanais. Thierry Bonneton. D'abord, il faut dire une chose qui est importante. Aucun des candidats ne réclamait l'indépendance. C'est un mot absolument banni. Y compris à Taïwan, parce que du coup, c'est un chiffon rouge qu'on agite devant Pékin, et alors là, c'est terrible. Donc, ils voulaient le statu quo. Même le Kuomintang, qui est plutôt le plus proche de Pékin, a dit on veut le statu quo. Bon, ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, ce qui est fondamental, parce que c'est le même raisonnement qu'on peut faire vis-à-vis de Poutine avec l'Europe et avec l'Ukraine, je dirais. Ce que ne supporte pas Pékin, c'est qu'il y ait un pays sinophile, sinophobe, voilà, qui est... Sinophile. Sinophile, oui, pardon, sinophone, j'allais dire. Sinophone. Oui, j'ai pas dit sinophobe, sinophone. Pardon, j'ai mal compris. Pardon, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Non. Bon, bref, qui a la même religion, la même philosophie confucienne, etc. Bon, et qui choisit la démocratie. Et c'est pour ça, et pour un pays dictatorial, c'est insupportable. C'est exactement le même raisonnement pour Poutine vis-à-vis de la Géorgie et vis-à-vis de l'Ukraine. Ils peuvent pas, parce que pour eux, c'est un chiffon rouge. Alors donc, d'où la volonté de récupérer ce pays pour le mater, un peu comme Hong Kong, si je puis dire. Et d'ailleurs, je m'arrêterai là. Ce qui a le plus nui, à mon avis, à Pékin par rapport à ce vote, c'est l'exemple de Hong Kong. On a vu ce qui s'est passé à Hong Kong. Je veux dire, il y avait la promesse de ne pas toucher d'ici 2049, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont intervenus. Et maintenant, Hong Kong est vraiment une province, je dirais, de la Chine. Donc, aucun Taïwanais ne veut ça aujourd'hui. Alors, une délégation informelle américaine est arrivée à Taïwan. On l'avait annoncé, elle a été confirmée dès que les résultats ont été connus. On va peut-être la voir d'ailleurs, cette délégation qui est... Alors, elle est informelle. Pourquoi cette... alors, c'est pas me rappeler de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre à l'époque, des représentants qui étaient allés là-bas. Bon, là, c'était très officiel. Là, c'est informel, mais c'est américain quand même, et c'est une délégation qui arrive. Oui. Pourquoi ? Alors, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a pris la peine d'expliquer que cela se faisait à titre privé. Tout cela est une affaire de calibrage dans la communication. C'est-à-dire que les États-Unis veulent marquer le coup, donc ils communiquent quand même sur cette délégation informelle. Et c'est à mettre en parallèle des mots qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'on célèbre et on salue la démocratie taïwanaise, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Parce qu'on a toutes et tous un intérêt, c'est celui que la paix, la stabilité et donc le statu quo prévalent. Donc on marque le coup au travers de cette délégation, et avec l'immense respect que j'ai pour ces deux personnages, c'est un peu les 4e, 5e couteaux, j'ai envie de dire. Donc on n'en fait pas trop, c'est très loin, et vous l'avez rappelé, de la présidente de la Chambre, et rappelez-vous de la très forte montée en tension qui avait eu lieu suite à ça. Et ça, c'est une chose dont absolument personne ne veut. Surtout, en ce moment, les Américains, et on est bien placé ici à LCI pour le savoir, sont quand même très occupés sur différents fronts chauds. Donc, pas intérêt à réchauffer celui-là. Donc, pas une provocation, mais néanmoins, écoutez le président William Lay, là, tout juste élu, qui remercie le soutien de ses représentants des États-Unis. Immédiatement après mon élection, les États-Unis ont publié un communiqué de félicitations et envoyé des représentants de poids de tous les partis à Taïwan pour me féliciter, ainsi que Bikim. Cela démontre pleinement le soutien fort des États-Unis à la démocratie taïwanaise et souligne le partenariat étroit et solide entre Taïwan et les États-Unis, ce qui est d'une grande importance pour nous. Voilà, donc... une délégation informelle, un remerciement assez formel, quand même. Mais symboliquement, c'est très important pour les Taïwanais. Il ne faut pas le négliger. Parce que n'oubliez pas qu'ils sont complètement exclus de la communauté internationale, puisqu'il y a, je crois qu'il n'y a que 12 pays au monde qui reconnaissent Taïwan en tant que État. Je vous signale aussi que les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan en tant qu'État, ce qui explique aussi pourquoi ils n'envoient pas une délégation de premier rang, parce qu'ils n'ont pas de relation normalement diplomatique directe avec Taipei. Donc voilà. Mais c'est important c'est vraiment important pour les Taïwanais. C'est important pour Taïwan, par rapport mais les États-Unis ne vont pas plus loin que minimum. Quoi. Oui, mais c'est bien de rappeler un peu que les États-Unis sont derrière. Et par rapport à Pékin, c'est très important. Juste, on regarde, Elisabeth, la réaction quand même du ministère des Affaires étrangères chinois, qui n'est pas resté inerte face à cette délégation et qui rappelle qu'elle est fermement opposée à toute forme d'échange officiel entre les États-Unis et Taïwan, résolument rejeté toute interférence des États-Unis, de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit. Alors tous les mots sont pesés, on voit bien que ce sont des interférences dans les affaires de Taïwan et des échanges officiels. Là, ça n'est pas officiel, c'est
informelle. Mais quand même, Pékin prend le soin de rappeler où est sa ligne rouge. Ils sont obligés. Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver, autant pour les Chinois que pour les Américains. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle politiquement des guerres au Moyen-Orient, notamment en mer Rouge, qui affecte beaucoup le commerce international, ce qui affecte les Chinois aussi, et ce qui est possible d'arriver aussi... Enfin, s'il y a une guerre entre la Chine et le Taïwan pour le commerce mondial, il y a aussi des questions vraiment économiques, pas simplement politiques. Donc cet équilibre diplomatique, cette recherche de mots, de cette symbolique de envoyer, mais pas trop formel, et comme disait Gallagher, envoyer quelqu'un qui est au 4e ou 5e rang pour pas non plus trop froisser les Chinois, et inversement pour les Chinois de pas trop froisser les États-Unis, est très importante. Non, après, ce qui est intéressant, c'est que dans les déclarations chinoises, j'en lisais une où ils disent que si vous avancez vers l'indépendance, vous serez puni par l'histoire ou par le droit. La loi. Et ça, c'est une allusion directe au cas de Hong Kong, puisque Hong Kong n'a pas été récupéré ou maté dans le sang, mais par l'utilisation de la loi. Et donc, quand on se penche sur le cas de Taïwan, à mon avis, à tort, on se focalise beaucoup sur les capacités navales de la Chine. Est-ce qu'ils peuvent beacher? Est-ce qu'ils seraient capables de mener une opération amphibie? Alors qu'ils ont d'autres moyens, si vous voulez, de procéder à une réunification. Le droit, l'économie, l'asphyxie progressive de l'île. Donc attention à non plus à pas trop se focaliser sur l'aspect militaire, même si je l'évacue pas du tout. Et la désinformation aussi, qui tourne à plein. Néanmoins, il n'y a pas eu de trucage, comment dirais-je, de distorsion du vote. Les Chinois ont laissé le résultat émerger. Mais Taïwan est une superbe démocratie. Je crois qu'il faut commencer par ça. Oui, mais il y a des forces, vous voyez... mais malgré cela, qui opèrent souterrainement. Et d'ingérence, la Chine a quand même déclaré que c'était une élection où le choix était la guerre ou la paix. En matière d'ingérence dans le champ informationnel, quand vous placez les enjeux à ce niveau-là, il y a quand même une forte pression sur les gens que vous voyez à l'écran et dont la vie, si vous voulez, dépend partiellement et qui vont glisser un bulletin dans le... Et la pression est contre-productive. Depuis quelques années, l'identité taïwanaise, plus ça va et plus elle est en réaction aux provocations de Pékin. Ils sont en train de se payer le retour de leur propre action. Alors ils ne parlent pas d'indépendance. Oui, mais ils disent, on a tous les attributs de la souveraineté, c'est bon. Oui, j'aimerais bien être tous reconnus au niveau international, sans doute quand même. Oui, mais enfin, il y a un bureau à Paris, en face de Sciences Po. Ça existe. Ce qui est important, ce qu'il ne faut pas négliger, à mon avis aussi, dans ces élections-là, c'est la Chambre. Parce que, comme vous le savez, le parti du président n'est pas majoritaire. C'est le Kuomintang qui est plus pour une collaboration, et je reviens à ce que disait Gallagher, et c'est très important parce que moi j'ai pas arrêté de le dire sur cette antenne, c'est que plutôt qu'une épreuve de force auquel je crois difficilement parce que c'est très compliqué, ça ne veut pas dire qu'ils le feront pas, parce qu'ils sont capables de le faire s'ils veulent pour des raisons politiques intérieures, mais c'est autre chose, c'est une conguisation, et une conguisation ça se fait lentement, c'est justement une espèce disons d'influence, de racine, et là le Kuomintang peut servir éventuellement de cheval de Troie, si je puis dire, au niveau législatif, justement pour changer un peu les lois, etc., qui fait qu'au bout d'un certain moment, Pékin dira écoutez, vous y êtes presque, donc. Ils ne sont pas à la c'est pas en 2 jours, quand même. Non, mais ça s'est fait assez rapidement. Pour Hong Kong, ça s'est fait rapidement. Après la rétrocession, quand même. Mais enfin, les ferments étaient déjà évidemment installés. Merci infiniment, Thierry. Il y avait des manifestations très importantes à Hong Kong qui gênaient terriblement Pékin à ce moment-là. Et qui ont été réprimées. Merci. Pardon ? Ils étaient physiquement à Hong Kong, les Chinois. Et en plus, ils étaient. Là, c'est pas le cas. C'est passionnant de vous entendre, comme d'habitude, le général Yakovlev. Merci beaucoup. Gallagher Fenwick, à la semaine prochaine, Thierry Volton et Elisabeth Shepard. C'est l'âme.